Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 60. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice d'algèbre qui j'espère vous intriguera. L'énoncé est le suivant, on a un espace euclidien de dimension n et on aimerait démontrer que son groupe orthogonal est engendré par ses réflexions. Alors c'est quoi le groupe orthogonal? Juste pour rappel, ça fait pas de mal. C'est l'ensemble des automorphismes de E qui préserve le produit scalaire. Autrement dit, c'est l'ensemble des automorphismes U tels que le produit scalaire de AB, c'est la même chose que le produit scalaire de U de A avec U de B. Pour tout A dans A, B dans E. Donc voilà ce qu'est le groupe des automorphismes orthogonaux. Et puis, c'est quoi une réflexion? Une réflexion, c'est une généralisation d'une symétrie axiale. Plus précisément, c'est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Donc en fait, une réflexion par rapport à un hyperplan H, ça peut être défini de la manière suivante. Donc deux points. Je peux demander à ce que pour n'importe quel élément de l'hyperplan, l'image de cet élément c'est lui-même. Et pour n'importe quel élément V dans l'orthogonale de H, je demande à ce que S de V ce soit égal à moins V. Donc voilà ce qu'est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Et donc en 3D c'est juste une symétrie orthogonale par rapport à un plan. Donc vous avez ce plan, vous avez la droite orthogonale, disons un truc comme ça. D'accord. Donc quand je demande une symétrie orthogonale, c'est que je demande à rester stable par rapport au plan, mais si je prends un élément qui se trouve au-dessus du plan, il va être renvoyé en dessous. Voilà, en gros, pour faire très simple, c'est exactement ce qui se passe. Ok. Donc voilà ce qu'est une réflexion, pour rappel, et donc il y a même possibilité de donner une expression explicite, donc tant qu'à faire, je vais le faire, je vais vous en proposer une d'expression. Donc si je prends pour V dans l'hyperplan, dans l'orthogonale de l'hyperplan non nul, je peux écrire en fait que S de X, n'importe quel vecteur dans l'espace, va s'écrire X moins 2 fois le produit scalaire de X avec V sur la norme de V carré fois V. Donc il y a moyen carrément de donner une expression explicite au besoin pour ce type de réflexion. Ok, alors ce type de résultat-là, où on a un groupe qui est engendré par un sous-ensemble d'éléments, ça peut vous faire penser à un autre résultat, peut-être que vous connaissez, en lien avec le groupe des permutations. Donc par exemple, le groupe des permutations est engendré par les transpositions. Voilà, ça peut faire penser à ce genre de résultat. Donc là, voilà un nouvel exemple d'un groupe qui peut être engendré par un sous-ensemble d'éléments de ce groupe. C'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'idée en tête. De se dire que voilà, il peut exister des groupes qui sont engendrés par des sous-ensembles d'éléments du groupe. Donc c'est pas toujours le cas, mais voilà, je pense que ça peut être bien d'avoir ça en tête. Un autre truc, c'est que l'énoncé que j'ai donné de cet exercice, on peut le rendre un peu plus précis que ça. En effet, on peut carrément démontrer la chose suivante. Tout élément du groupe orthogonal s'écrit comme produit de O plus, donc d'O plus n réflexion. Et on va voir que c'est en fait une conséquence d'une preuve possible de ce résultat. Donc d'O plus n réflexion. Et quand je dis une preuve possible, c'est on va dire plus ou moins quand même une preuve qui peut venir naturellement par rapport à ce qu'on voudrait faire, à ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Quand on va écrire cette preuve, en tout cas quand on va essayer de se donner une idée de comment résoudre la chose, on va voir que ça va venir assez naturellement de dire que l'élément que l'on va avoir sous la main va pouvoir s'écrire avec O plus n réflexion. Vous allez voir que ça va quand même être assez naturel de conclure cette
deuxième partie de proposition. Et donc en fait ce résultat-là entier, hein, donc dire que c'est engendré par O2 et qu'en plus de ça les éléments de O2, que les réflexions engendrent O2 et que en plus les éléments de O2 s'écrivent comme produit d'O plus n réflexions, c'est un résultat qui porte un nom, c'est le théorème de Cartan-Dieudonné. Donc c'est un résultat assez sympathique. Donc là je vous donne le nom du théorème si vous voulez plus tard y jeter un coup d'œil. C'est vraiment un résultat sympa, je pense quand même à connaître, ou en tout cas à avoir vu au moins une fois en classe prépa. Je pense que c'est un exercice qui peut quand même s'attaquer, qui peut s'attaquer en fin de première année de classe préparatoire, même si bon ça demande peut-être un peu de manipulation du groupe orthogonal, donc je ne sais pas à quel point on manipule, je ne sais plus en tout cas à quel point on manipule le groupe orthogonal en première année classe prépa, mais bon, je pense que même avec juste cette connaissance-là, et le fait de savoir qu'une réflexion s'écrit de cette manière-là, on peut quand même s'en sortir. Voilà, c'est juste pour donner une petite piste rapide. Je pense que ouais, ça peut s'aborder en fin de première année, sinon en deuxième année de classe préparatoire, je pense que ça c'est assez clair. Enfin bref, je pense qu'on a abordé suffisamment concernant l'exercice, voire même carrément avoir donné des pistes. Donc sur ce, je vous invite à faire une petite pause comme d'habitude pour essayer de vous frotter à cet exercice, essayer de le résoudre avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre concernant une potentielle résolution. Bon, j'espère que vous avez réussi. Donc c'est pas un exercice très difficile, hein. Je le dis tout de suite. Ça paraît difficile, mais ça demande quand même un petit peu de technique, je peux l'accorder, mais c'est pas si difficile que ça. En tout cas, le raisonnement, vous allez voir qu'il n'est pas difficile du tout. Il suffit en fait de prendre les choses par le bon bout, j'ai envie de dire, c'est essentiellement ça. En fait, on va faire une preuve par récurrence. Déjà, voilà, on va se lancer pour une preuve par récurrence. Une preuve par récurrence. Et je vais commencer par la variable la plus simple possible qu'on peut choisir pour n. Je vais prendre n égale 1 pour l'initialisation. Donc si je prends n égale 1, alors ça veut dire que je regarde les automorphismes orthogonaux d'un espace vectoriel de dimension 1, et j'en ai pas beaucoup pour un espace vectoriel de dimension 1. J'ai l'identité ou moins identité. Donc en fait il se trouve que dans ce cas-là, O de E, c'est juste identité ou moins identité de E. J'ai pas beaucoup de choix. Et moins identité de E, c'est une réflexion. Alors une réflexion par rapport à quoi? C'est quoi l'hyperplan? Là quand on a un espace vectoriel de dimension 1, un hyperplan c'est un espace vectoriel de dimension 0, c'est un point. D'accord? Donc en fait c'est par rapport à 0. D'accord, hein, si on fait un petit dessin, voilà ma droite, voilà 0, ok. Bon là on est en train de faire une réflexion par rapport au point 0, une espèce de symétrie centrale si vous voulez. Donc en essayant de faire une symétrie centrale, vous voyez que là si je prends un élément ici, moins identité va l'envoyer ici, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Donc si j'ai U ici, il est envoyé, enfin U, c'est peut-être pas un bon choix. Si j'ai X ici, il est envoyé vers moins X. D'accord? Donc c'est vraiment une symétrie, donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je suis bien en train de faire une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Donc ici l'hyperplan qui est en jeu, c'est tout simplement 0. C'est bien un hyperplan par rapport à un espace vectoriel de dimension 1. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, et moins identité, on est d'accord que ça engendre ce groupe. Hein. Moins identité, rond moins identité, ça fait bien identité de E. Et on voit que n'importe quelle réflexion peut s'écrire comme produit d'O plus n réflexions. En effet, n'importe quel élément de O de E peut s'écrire O plus avec n réflexions. Donc là, il n'y en a pas besoin de réflexion, il n'y a rien besoin, c'est l'identité. D'accord? Et lui, c'est juste une réflexion. Moins identité, c'est juste une réflexion, donc produit d'une seule réflexion. Donc c'est gagné. Là, on a les deux parties d'énoncés qui sont vérifiées.
Bon, alors maintenant qu'on a ça, on se lance pour l'hérédité. Et on balance les phrases habituelles. D'accord, donc on fixe n un entier naturel, non nul. Supposons que la propriété est vraie pour n, montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. Voilà, les phrases habituelles. Bon, là, je n'ai pas écrit la propriété vraiment attendue, mais bon. Ce que je sous-entends, c'est que je suppose que pour n'importe quel espace euclidien de dimension n, O de E est engendré, donc l'espace orthogonal de cet espace euclidien de dimension n que j'ai choisi, est engendré par ces réflexions. Ok, donc je vais prendre un espace euclidien maintenant de dimension n plus 1 et puis on va voir ce qui se passe. Et on va avoir essentiellement deux cas de figure à traiter. Un cas qui va être très évident et un cas où il va falloir réfléchir un peu plus. Ok, alors le cas très évident, alors bon, d'abord je mets le contexte, on a maintenant un espace euclidien. Je mets le contexte, euclidien de dimension n plus 1. Ok, puis je vais prendre un élément dans U qui est dans le groupe orthogonal. Donc il y a deux cas de figure, soit U c'est l'identité, donc je vais considérer deux cas de figure, soit c'est l'identité, soit c'est pas l'identité. Si c'est l'identité, rien à faire. U c'est donc un produit de réflexion, même il y a zéro réflexion, et voilà, c'est terminé. Bon, il n'y a rien à dire. Par contre, là où il va y avoir quelque chose à dire, c'est le cas où U n'est pas l'identité. Alors si U n'est pas l'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un vecteur qui n'est pas envoyé vers lui-même. Ok? Donc je utilise ça, il existe V non nul, un vecteur donc dans E, tel que U de V est différent de V. Mais je sais quand même quelque chose, hein, comme je travaille avec un automorphisme orthogonal, je sais que la norme de U de V, c'est la même que la norme de V. Or, la norme de U de V, donc évidemment, comme ça préserve le produit scalaire, ça préserve la norme, hein. Donc la norme de U de V, c'est la même que la norme de V. Donc ce que j'affirme, c'est que je peux écrire une réflexion qui échange U de V et V. Donc il existe une réflexion qui échange U de V et V. Donc c'est là le point important, c'est l'idée que si j'ai deux éléments, donc si j'ai un élément qui n'est pas envoyé vers lui-même, ce que je peux faire, c'est faire intervenir une réflexion qui va me permettre de rééchanger V et U de V, de façon à faire intervenir par composition un point fixe. Et à l'aide de ce point fixe, je vais pouvoir faire une petite décomposition de mon espace vectoriel en un espace qui va être une droite et un espace qui va être un hyperplan et donc un espace vectoriel de dimension n sur lequel je vais pouvoir appliquer la récurrence. Vous voyez un peu le cheminement maintenant? Donc vraiment c'est ça l'idée, la bonne idée à avoir pour se lancer, c'est de se dire ok, si j'ai l'un différent de l'autre, je peux utiliser une réflexion qui va me permettre de passer de l'un à l'autre. Alors si vous voulez peut-être une expression explicite de cette réflexion, je peux tenter de vous en donner une. Donc une expression explicite possible, ce serait la suivante. Donc S de x, ce serait x moins, je vais faire x scalaire U de V moins V sur la norme de U de V moins V carré. Ok. Si j'ai pas fait de bêtises, c'est ça. Et je fais fois
U de V moins V. Je réfléchis si c'est bien ce que je veux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va stabiliser l'hyperplan qui va être engendré, enfin qui va être écrit comme le vecteur de U de V moins V orthogonal. Ok, on va voir ça. Et donc si je me lance à faire le calcul, donc si je me lance à faire... donc là, je pense que ça demande peut-être un petit peu de calcul pour s'assurer que tout marche. Donc si je fais S de V, j'ai V moins... Alors j'ai oublié un x2 d'ailleurs, il y a un x2 ici. Donc 2 fois, là j'ai le produit scalaire de V avec U de V moins V, divisé par la norme de U de V moins V carré, d'accord, fois U de V moins V. Je suppose qu'il y a des choses qui se simplifient un peu. On va voir. Réfléchissons. Donc là, norme de U de V moins V. Donc du coup, ça peut s'écrire comme... attendez. Donc lui, je peux l'écrire comme norme de U. Donc je pense que c'est ça qui va simplifier. Donc je peux écrire norme de V carré moins 2 fois le produit scalaire de U de V avec V plus la norme de V carré. Or la norme de U de V c'est la même que la norme de V carré, donc en fait, donc là ce que je viens de développer c'est le dénominateur, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc le dénominateur c'est égal à cette chose qui est égale à donc 2 fois la norme de V carré moins le produit scalaire de U de V avec V. Ok, et si on regarde ce qu'il y a au numérateur, on voit qu'on a l'opposé. D'accord, on retrouve l'opposé en haut. Ok, ça c'est l'opposé du dénominateur, donc on se retrouve avec moins le numérateur. Et d'ailleurs le 2 se simplifie aussi, hein, d'accord. Donc là ce que je vais avoir alors par simplification, c'est donc V. Comme j'ai dit que c'est l'opposé, le moins va devenir un plus. U de V moins V. Et du coup en effet ça donne bien U de V. Voilà, c'était juste pour vous montrer que je peux carrément donner une expression explicite et vous convaincre là maintenant avec un peu de calcul. Bon là vous voyez que c'était pas du calcul direct, hein, mais avec un peu de calcul vous convaincre que en effet cette expression permet bien de donner une réflexion qui échange V et U de V. Bon, voilà. Donc là si j'ai fait S de V ça fait U de V, j'espère que vous êtes assez bien convaincu que si je m'amusais à faire S de U de V j'obtiendrai V. Ok, c'est... par expression de réflexion, hein, normalement ça devrait être assez... ça devrait se voir, quoi, en tout cas. Bref, donc voilà, maintenant j'espère vous avoir convaincu. Donc il existe bien une réflexion qui échange U de V et V. Bon, pour l'instant, je vais laisser son expression visible. Ok. Et avec cette réflexion, je vais m'amuser à composer avec U. Donc si je propose de regarder U', l'endomorphisme qui va s'écrire S rond U. Ok. Bon ça c'est toujours un endomorphisme orthogonal de E. Pourquoi parce qu'une réflexion c'est un endomorphisme, enfin c'est un automorphisme orthogonal de E. Donc une réflexion c'est toujours un élément dans O de E. Donc ça par produit c'est un élément de O de E. Déjà, il faut avoir ça en tête. Très bien. Deuxième chose, là grâce à cette chose, ce que je viens d'écrire, V devient stable par U'. Donc si je m'amuse à calculer U' de V, j'ai donc S de U de V, et comme j'ai dit que S échange V et U de V, l'image de U de V c'est donc V. Donc V est stable par E', et donc plus précisément la droite engendrée par V est stable par U'. Donc vect de V est stable par U'. Et comme U' est un endomorphisme orthogonal, et
et que je sais déjà que c'est stable pour un espace vectoriel, et ben je vais pouvoir affirmer que c'est également stable pour l'orthogonale. Donc je sais aussi, donc ainsi, c'est un peu une conséquence du fait que U' est orthogonal et que vect de V est stable par U', je peux en déduire que vect de V orthogonal est stable également par U'. Ok, bon, et vect de... Enfin, ce truc-là, c'est de dimension n. Donc, or... la dimension de vect de V orthogonal, donc vect de V orthogonal, la dimension c'est n, comme je le disais. Donc ça veut dire quoi? Mon U', il joue le rôle de l'identité. Alors c'est même plus que stable, hein, ça joue le rôle d'identité. C'est carrément le rôle de l'identité sur vect de V. Et sur l'orthogonale, enfin sur vect de V orthogonal, c'est un automorphisme orthogonal sur un espace vectoriel, un espace euclidien de dimension n. Donc je vais pouvoir utiliser la récurrence, l'hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, je sais que U', l'induit, si vous voulez, pour être plus propre, l'induit de U' sur vect de V orthogonal s'écrit comme produit, donc et produit, je vais mettre entre parenthèses, d'O plus N réflexion. Donc je le mets entre parenthèses parce que bon, c'est un truc qu'on peut ajouter après coup. On va s'en rendre compte très vite parce que là je pense que vous me voyez venir. Maintenant que je sais que U' c'est un produit de réflexion, ce que je peux jouer c'est donc U', c'est un U' réduit à vect de X perp. C'est ce que je disais, un produit de N réflexion. Si j'ajoute maintenant ce qui se passe pour V, je sais que pour V c'est l'identité. Donc du coup ça reste la propriété que j'ai dite pour U' réduit à vect de V orthogonal, la propriété est vraie pour U' directement. Puisque finalement vous pouvez écrire, si vous voulez, vous pouvez carrément écrire la matrice correspondante et dire en fait vous avez juste 1 et puis vous avez 1 pour le vecteur V, hein, vous faites une base adaptée si vous voulez, hein, donc une base adaptée en disant je mets V en premier puis après une base pour vect de V orthogonal. Si j'écris ça, je vais avoir une matrice bloc si vous voulez, où je vais avoir en haut 1, puis que des zéros pour la ligne et la colonne correspondante, d'accord? Et le deuxième bloc, ça va être le bloc correspondant à U' induit sur vect de V orthogonal. D'accord? Donc voilà, si vous l'écrivez comme ça, je pense que ça doit être encore plus convaincant de dire que c'est le produit de N réflexion, d'O plus N réflexion. Donc c'est ce que je vais dire juste là, sans écrire la matrice. Donc comme U' induit sur vect de V, c'est juste l'identité. Donc l'identité sur vect de V, bien sûr. Alors, U' est le produit. Encore une fois, je le mets entre parenthèses. d'O plus N réflexion. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez carrément écrire qu'en fait, la matrice, je vais mettre ça quand même entre parenthèses, la matrice de U' sur une base adaptée, donc A vect de V, somme directe avec vect de V orthogonal. Comme on est en dimension finie, je vous rappelle que ça, c'est bien l'espace entier. Hein. Si vous écrivez la matrice, vous allez obtenir en fait
1 ici, que des zéros, et puis ici vous avez la matrice correspondant à U' sur vecte de V orthogonal. D'accord? Donc si je décompose ça comme produit de réflexion, donc ça veut dire comme produit de matrice correspondant à des réflexions, bon on est d'accord que cette matrice-là en entier, avec le 1 que j'ai ajouté, je peux encore une fois l'écrire comme produit de n réflexions au plus. Bon, voilà. Donc c'est juste pour dire ça. Et puis maintenant que je sais que U' c'est le produit de n réflexions, je sais que U ça s'écrit, enfin je sais que U' c'est égal à S rond U, donc U s'écrit, et là il faut juste composer par S-1, mais S-1 c'est la même chose que S, hein, c'est une réflexion. S rond S, ça fait identité, donc l'inverse de S c'est S, et là il faut composer par S à gauche. Donc si je compose par S à gauche, j'ai donc S rond U'. Et comme je sais que U' c'est un produit d'O plus n réflexions multiplié par S, ça va donner un produit d'O plus n plus 1 réflexion. Donc, et le produit d'O plus n plus 1 réflexion. Encore une fois, entre parenthèses, O plus n plus 1 réflexion. Et vous voyez que ça coûte vraiment rien d'ajouter entre parenthèses ce résultat qu'il y a O plus n réflexion qui donne un élément de O2E. N'importe quel élément de O2E. Vous voyez que ça ne coûte rien, puisque là, ce que vous avez vu là, par cette récurrence, c'est qu'en fait, on a réussi à se réduire à un espace vectoriel de dimension n grâce à juste une réflexion. D'accord? Donc grâce à une réflexion, on est passé de n plus 1 à n. Ça paraît pas si bête de se dire que n'importe quel élément de O2E peut s'écrire comme produit d'O plus n réflexions. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé la preuve. Hein. Une jolie preuve. Preuve d'une certaine géométrie, mine de rien, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que par exemple, des rotations, les rotations, c'est des applications orthogonales, par exemple, certaines rotations peuvent s'écrire comme produit de réflexion. N'importe quelle même des rotations qu'on voudrait généraliser en dimension supérieure. Donc quand on parle de rotation en dimension 4 par exemple, c'est qu'en général c'est qu'on fait une rotation par rapport à un plan et une rotation par rapport à un second plan. Pas forcément avec une intersection pas forcément avec une intersection correspondant à une droite, hein, ça peut être une intersection nulle, hein, donc je peux avoir deux plans puis m'amuser à faire des rotations entre les deux. Hein, je vous rappelle que ça c'est un résultat dû au fait que n'importe quelle matrice orthogonale est semblable à une matrice avec des identités, des moins identités et des rotations. Donc je vous rappelle que voilà, c'est le type de résultat classique pour les matrices orthogonales, et en plus de ça c'est une similitude via des matrices orthogonales d'ailleurs au passage, mais bref. Donc je peux toujours me ramener à ce genre de transformation. Ces transformations-là peuvent s'écrire comme produit de O plus n réflexions si on travaille dans un espace de dimension n. Voilà. Donc, je pense que c'est un assez joli résultat. Et ce résultat va me servir. Il va me servir parce que il serait temps, depuis en fait ça fait un bon moment que je vous parle d'un exercice que j'ai besoin de corriger sur cette banque, et je vais le faire. Il s'agit de l'exode-col numéro 45 où il fallait démontrer que ON de Q est dense dans ON de R. Ça fait un petit moment que je dis que je vais le corriger. Et on y arrive. Enfin, je vais vous proposer donc une correction de cette chose-là. Mais ça sera pour la prochaine vidéo, ça ne sera pas pour cette vidéo-là. Mais voilà, c'est tout simplement pour vous dire que pour cette correction, je vais donc pour cette preuve, parce que je ne peux pas dire autre preuve vu que la preuve que je donne dans la vidéo qu'il y a actuellement n'est pas la bonne. Mais la prochaine, donc le nouveau numéro qui va sortir et qui va donc effacer le précédent numéro 45, je vais avoir besoin de ce résultat-là. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une preuve passant par ce résultat-là et passant par un autre résultat qu'on a aussi démontré dans les exode-cols. Ou petit exode-col, non, c'était aussi un autre petit exode-col, je suis en train de me le dire. Mais enfin bref, je vais passer par ce genre de choses et par ce genre d'idée de passer par des produits de n réflexions pour pouvoir vous montrer que oui, il y a bien la densité de ON de Q dans ON de R. Voilà. Bon, je pense en avoir dit vraiment suffisamment. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite
à me laisser en commentaire des questions, des remarques, n'importe quel retour concernant cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par la vidéo elle-même ou par le contenu de la chaîne en général. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde s'abonner à la chaîne. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!